Bon, l'idée de fond, c'est quand même d'essayer de mettre du sens quand on travaille sur les projets d'établissement. Alors, c'est parfois pas simple parce que on a des moments où ça arrive, il faut le faire parce qu'il y a une nouvelle équipe, parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui se mettent en œuvre à un moment donné. On a parlé tout à l'heure rapidement d'ici, mais Hélène reviendra dessus. L'idée, c'est dès le départ de la démarche, quand on arrive à le faire, c'est de voir quel sens on peut mettre à tout ça et comment on va pouvoir le décliner. Ce qu'on voit souvent, c'est des projets stratégiques qui sont rédigés pour être rédigés, mais finalement, on ne pense pas assez la manière de le décliner au moment de sa rédaction et au moment de sa construction. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est tout de suite, quand on commence à travailler sur ces sujets-là, c'est de penser sa déclinaison au moment où on fait la construction du projet. Ça, c'est vraiment un élément important dans ces projets-là. Alors, pourquoi on fait de la stratégie globalement, il faut aussi se poser la question, c'est-à-dire que la stratégie, on va faire un projet stratégique. Alors, hormis le fait que le ministère nous demande un projet quinquennal, alors un peu plus long pour à partir de la vague C, puisqu'on va être allongé tous d'un an. J'imagine que vous avez tous vu ça. Ce que ça embarque derrière, finalement, c'est toujours au regard des missions. Donc, faire attention que votre projet stratégique, il tourne pas en rond sur uniquement de l'administration, mais qu'il ait un lien très très fort avec les missions. C'est ce qu'on peut voir comme défaut dans certains projets, des fois. Donc, quelque chose qui est très piloté par les ressources et finalement qui perd un peu du sens au regard des missions qui sont celles des établissements d'enseignement supérieur. Bon, et puis il y a évidemment tout l'intérêt de s'adapter au contexte. Je passe rapidement, mais voilà, on voit bien que les réformes s'accélèrent en permanence. Il y en a tous les ans. Donc autant avant, on va dire qu'on grognait parce qu'il y avait les réformes. Maintenant, c'est devenu la règle, hein. Donc l'idée, c'est aussi dans ces documents de montrer comment on peut devenir un peu plus souple, un peu plus agile. Voilà, ça touche aussi sans doute, et c'est un élément qu'il ne faut pas oublier dans les projets, c'est rapidement, c'est tout ce qui tourne. Alors, il y a beaucoup de personnes là qui sont en pilotage ou alors en gouvernance, ou en tout cas qui tournent autour de ces sujets qualité, gouvernance, pilotage. On va dire, on peut faire un gros bloc de tout ça. Il y a la question des données derrière tout ça, c'est-à-dire quand on dit qu'on va piloter la mise en œuvre de ce projet, il y a une question autour des données de pilotage. Qu'est-ce qu'on a à disposition, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour pouvoir réellement piloter nos objectifs et en tout cas la stratégie au sens large. Voilà, mais le but du jeu quand même, c'est que on a des missions à un moment donné à réaliser avec des contraintes extérieures et forcément, comme on n'est pas en ressources infinies, la stratégie, ça veut dire qu'on va faire des arbitrages qui sont liés à une stratégie d'établissement. C'est ça qu'il y a derrière. Le projet d'établissement, il sert essentiellement à ça. Si on avait tous les moyens qu'on voulait, finalement, j'exagère un petit peu, mais on aurait moins besoin d'arbitrage et la stratégie serait moins prégnante puisque nos missions, elles sont inscrites dans la loi, entre guillemets. Donc, globalement, ce qu'on a, c'est des missions, des besoins d'arbitrage. Pour arbitrer, il y a des besoins de données de pilotage. Et tout ça, c'est pour atteindre les objectifs que l'établissement s'est fixés. C'est de ce cadre-là dont on parle. Alors, là-dessus, globalement, on est toujours dans un cercle, c'est-à-dire qu'en permanence, on est dans un des cercles-là. Soit on est en train de rédiger le projet global, soit on est en train de décliner ce projet sur les métiers, soit on est en train de le mettre en œuvre, soit on est en train de l'auto-évaluer, et puis soit on est en train de subir l'évaluation externe. Mais finalement, tout se mélange et en fait, ce cercle-là, il s'arrête jamais. Donc, ce qui est important en fait dans ces projets, c'est de faire en sorte justement que ça s'arrête pas. On voit trop souvent des établissements qui ont rédigé un projet, qui le mettent dans le placard gentiment. Voilà, ça c'est fait. Et évidemment, hein, on est tous plein de bonne volonté, mais tous débordés aussi. Hein. Une priorité chasse l'autre. Et ce qu'on voit souvent, c'est des projets qui sont rédigés. Et puis, voilà. Et puis, il se passe finalement un an parce qu'il y a eu d'autres priorités. Il se passe un an pendant lequel ce projet, il va pas vivre, il va pas être décliné, pas mis en œuvre. Et on va souvent se réveiller au moment où on va commencer à penser à l'auto-évaluation et l'évaluation externe. On va dire, au fait, il faut qu'on ressorte notre projet. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait et qu'est-ce qu'on a réellement fait, quoi. Et ce qu'on a tendance à faire quand on est dans cette situation, c'est essayer de réécrire l'histoire à l'envers, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qu'on a fait et comment on peut le raccrocher au projet, quoi. Alors, c'est d'expérience, hein, on le voit beaucoup, hein, clairement. Donc, si on décline ça, on voit bien que l'année zéro, on est en train de rédiger un nouveau contrat et un nouveau projet.
On est en train de commencer à faire de l'alignement stratégique. On commence tout doucement la mise en œuvre et le pilotage de ce projet. En année 2, on est presque déjà en train de préparer la manière dont on va s'auto-évaluer. D'accord. Année 3 et 4, on est vraiment dans le sujet. Donc finalement, on s'auto-évalue à mi-contrat pratiquement à chaque fois, hein, quand on démarre vraiment, même si on prolonge pour évaluer le plus longtemps possible, enfin sur une période la plus longue. Et puis l'année 4, on commence déjà à préparer l'évaluation externe. Et puis l'année 4, finalement, au moment où on a fait cette auto-évaluation, on commence déjà à réfléchir le nouveau contrat. Donc vous voyez, quelque part, ça ne s'arrête jamais tout ça. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est quand vous construisez, quand vous êtes en début de cycle, globalement, et quel que soit d'ailleurs où on se situe dans le cycle, c'est arriver à penser le fait que finalement cette roue-là, qui est en dessous, là, comment on essaye en permanence de la faire avancer. L'idée, c'est pas de la pousser comme des fous furieux par à-coups, mais c'est de faire en sorte que vous intégrez dans vos projets des rituels, d'une manière ou d'une autre, qui permettent finalement que la roue ne s'arrête pas. Ça, c'est une vraie difficulté dans les établissements parce qu'encore une fois, voilà, il y a plein de réformes, il y a plein de projets qui chassent les autres, mais globalement, notre rôle aussi en pilotage et en accompagnement de tous ces sujets-là, c'est de faire en sorte, ou en tout cas de pousser le fait qu'on puisse arriver à faire tourner cette roue en permanence et qu'elle ne s'arrête pas. Même si elle tourne tout doucement, du moment qu'elle tourne, ça veut dire qu'on ne perd pas l'énergie quelque part. Bon, le déclencheur du projet, voilà, bon, nomination d'un président, événement en cours de mandat, évaluation externe, nouveau contrat de site, grand projet, IDEX, ICIT, et cetera. Ce qu'il faut quand même, vérifier, c'est que vous êtes à peu près bien aligné dans la rédaction du projet parce que c'est aussi ce qui va, conditionner l'ambition que tout le monde va mettre autour de ce projet. C'est-à-dire s'il y a des changements d'équipe l'année d'après, et cetera, c'est pas forcément complètement calé à chaque fois, quoi. Donc il y a la question de l'ambition quand vous accompagnez les établissements, de bien mesurer l'ambition que l'établissement veut y mettre pour pas être en décalage non plus, quoi. S'il y a beaucoup d'ambition, super. S'il y en a pas beaucoup, il faut être vigilant parce que ça peut créer de la frustration derrière dans les équipes. Quand vous avez beaucoup mobilisé les gens et que le portage politique est pas présent, bon, évidemment, ça peut être un peu décalé pour tout le monde et poser des soucis, quoi. Bon, les éléments qui influent, je passe rapidement. Voilà. Bon, le projet d'établissement, qu'est-ce que c'est globalement? C'est des grands axes stratégiques. Alors, suivant les établissements, on peut appeler ça vision à 10 ans, vision à 5 ans, vision à 15 ans. Voilà, l'idée, c'est de décliner une vision un petit peu de l'établissement. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que les établissements, ils ont tous la même mission, elle est inscrite dans la loi, hein. Donc, le cœur de la stratégie, c'est les éléments distinctifs. D'accord. C'est finalement votre établissement ou votre site. Qu'est-ce qui fait, quel est l'élément un peu local, on va dire, ou que ce soit des forces internes ou de l'environnement externe, qui vous permet d'avoir une stratégie qui est pas la même que celui de l'établissement à côté. D'accord. Donc sinon, bah, on écrit un projet stratégique qui est commun à tous les établissements au niveau national et puis comme ça, on est tranquille. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'établir qu'est-ce qui vous différencie à la fois en interne et en externe. Et c'est ça qui fait les axes stratégiques ou en tout cas les priorités qui vont être mises sur les axes. Donc quelques axes par établissement. L'idée, c'est pas d'en avoir 40, bien évidemment. Quelques axes par domaine. Formation, recherche, gouvernance, système d'information. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Ça dépend des priorités. Et puis, bah, l'idée, c'est quand même de décliner ces stratégies en objectifs. Alors, combien d'objectifs? Comment les formuler? Comment faire en sorte que les gens adhèrent à ces objectifs? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose, hein, au moment où on rédige ces projets-là. Il faut que le projet il puisse parler à tout le monde. Ça veut dire que y a pas de, c'est pas péjoratif, mais il faut que n'importe quel agent dans l'établissement puisse s'y retrouver un minimum dans ce projet. C'est-à-dire que passer de son action journalière aux objectifs et à la stratégie, ça ne doit pas être une opération qui est complètement inatteignable pour chaque agent. D'accord. Il faut que chacun dans son travail puisse à un moment donné se raccrocher à moi je fais ça tous les jours, ça participe à tel objectif et ça conduit à améliorer les objectifs et la stratégie de l'établissement. D'accord. Donc comment on cible finalement ces objectifs? Alors c'est pareil, les objectifs, hein, souvent on met des thématiques, mais on met assez peu de chiffres. Moi j'ai vu ça dans certains contrats. Donc il faut chiffrer aussi, hein, les objectifs. Quand on dit on veut travailler sur l'international ou on veut être super fort à l'international, il faut essayer de chiffrer un peu les choses parce que à la fin, quand on veut mesurer les atteintes des objectifs, si on n'a pas forcément formulé de manière chiffrée les objectifs, c'est compliqué. Et puis après, il y a la déclinaison des objectifs.
en plan d'action. Et c'est ça, hein, qui fait en sorte que finalement la boucle, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire pas mettre le projet au placard, mais essayer d'en faire une dynamique, bah, c'est les plans d'action et le suivi des plans d'action. Donc ça peut se décliner dans des contrats d'objectifs et de moyens, dans des dialogues de gestion annuels. Enfin voilà, après chaque établissement a son formalisme là-dessus, quoi. Bon, préparation de projet, moi je serais tenté de dire là-dessus, il y a pas de règle. Globalement, ça va dépendre qui porte, hein. Est-ce que, c'est un portage très administratif parce que l'équipe politique est pas engagée trop sur le sujet pour l'instant? Est-ce que c'est un portage politique et administratif? Est-ce que, c'est la direction générale? Est-ce que c'est les VP? Est-ce que c'est un directoire? Est-ce que c'est les conseils statutaires de l'établissement? Tout ça, ça dépend de chaque établissement, mais en tout cas, il faut être assez calé sur qui va décider quoi, qui est mouillé dans l'affaire, de sorte que vous puissiez solliciter les bonnes personnes à chaque fois. Consultation de la communauté, bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, hein. On voit que c'est pas toujours si simple, mais les séminaires et les journées de travail, des questionnaires, des wikis, tout ce qu'on veut, hein, des présentations au conseil, des débats, tout ce qu'on veut. L'idée, c'est que plus c'est co-construit et plus ça diffuse proprement et correctement dans l'établissement et plus la mise en œuvre est facile puisque tout le monde a participé à l'écrire quelque part. Ça, c'est la théorie, hein, c'est pas complètement simple à mettre en œuvre, on est bien d'accord, hein, surtout en ce moment. Bon, vous voyez, je vous ai mis un exemple, je fais vite fait peut-être. La construction du projet grenoblois, il y a au moment de la fusion post-fusion des universités, on va dire. Donc globalement, hein, cohérence avec les engagements pris, bon OK, s'inscrit dans le cadre du projet de site puisqu'il y a un IDEX. Heu, Intégrer et finaliser le processus de fusion des 3 établissements et puis, une construction de projet administratif dans l'UGA avec des contrats d'objectifs. Et puis on retrouvait les 5 axes, donc c'était, 5 axes à Grenoble, dont un qui était très administratif, donc un qui était très sur les missions de l'établissement et un qui était vraiment séparé pour pas le mélanger aux autres et pour pas qu'on ait un mélange des genres, qui soit vraiment sur la partie fonctionnement de l'administration, modernisation, efficience et cetera. Voilà, et globalement, si je vous prends un exemple de ce que je disais tout à l'heure, donc vous voyez qu'on a un axe qui était renforcer les SHS, bon, et l'interdisciplinarité. Et puis ensuite, on avait des sous-objectifs, renforcer les SHS, développer l'interdisciplinaire en formation et en recherche, et puis des sous-objectifs avec des chantiers et puis des liens avec l'IDEX, etc. D'accord? Ça a été décliné comme ça. Voilà, et puis en dessous, les tâches d'en dessous, on avait quelque chose que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la stratégie, elle a lieu d'être uniquement si on est capable d'identifier nos forces, nos faiblesses, hein. Je vous fais pas le cours sur le SWOT, mais globalement, si on est capable d'identifier ce qui nous différencie des autres, sur quelles forces on peut s'appuyer, quelles sont les faiblesses qui sont à combler et quelles sont les opportunités et les menaces de ce qui nous entoure. D'accord? Sinon, on aurait encore une fois tous la même stratégie, quoi. Voilà, et vous voyez, sur le plan de la dynamique à engager, bah, on avait identifié les points forts. Je vous les lis pas, hein, c'est pas le sujet, mais et sur le plan, voilà, quelles sont les difficultés potentielles qu'on avait, et cetera, et cetera. D'accord? Donc la déclinaison, elle se fait, axe stratégique, action, et tout ça, ça se décline au regard, bah, de nos forces, de nos faiblesses et de ce qui se passe autour de nous, bien évidemment. Voilà, et à la fin, ça donnait un document un peu plus communicant, avec des actions, en dessous chaque axe, et cetera, et cetera. Bon, petit retour d'expérience sur ce projet. Bon, des calendriers toujours très contraints, bien évidemment, parce que, on est, sur Grenoble en train de fusionner 3 établissements, démarrer, 3 universités fusionnées dans le cadre d'un IDEX. Bon, suivi de projet très compliqué, difficulté d'emmener tout le monde parce que, bah, quand le calendrier est contraint, ça veut dire qu'on réduit forcément les temps de concertation. Et puis, il y a eu un bilan qui a été fait à 1 an pour maintenir justement ce que je disais tout à l'heure, la question de la dynamique, ne pas remettre ça dans le placard, et on voit qu'après ce bilan d'1 an, bah, d'autres projets, d'autres structurations sont arrivées, ont chassé un peu ça, et puis, bah, ça s'est un petit peu essoufflé dans la durée, quoi. Et puis la déclinaison en projet de service, ça, c'était un élément important, c'est-à-dire que chaque service administratif, en tout cas les services centraux de l'établissement, ont essayé de décliner d'une manière ou d'une autre, ce projet stratégique et de voir comment ils pouvaient contribuer à chaque axe. Et puis, voilà, le rôle important chez nous,
du DGS dans la diffusion et l'appropriation à tous les niveaux de ce projet. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites sur ce sujet-là. Voilà, donc ça, c'est aussi important, le fait que l'administration s'empare aussi de ce projet. Bon, voilà brièvement ce que je peux vous raconter sur Grenoble. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des... Non, moi j'en ai une. J'avais réussi à faire à un moment donné un point du projet d'établissement, donc à 2 ans. J'ai Ouais. profité en fait de la fin du mandat du président qui souhaitait faire un point d'avancement avant de rendre son mandat. Et effectivement, les administrateurs avaient trouvé ça notamment très intéressant et voulaient renouveler l'expérience. Est-ce que tu as réussi à mettre une boucle régulière tout au long du projet ou est-ce qu'après avoir fait le point à 1 an, tu as eu plus de difficultés à renouveler régulièrement l'expérience? Après, ça s'est essoufflé parce que le bilan à 1 an, c'était aussi une volonté de communiquer aussi. Donc, quelque part, il y a eu une plaquette qui a été faite sur le bilan à 1 an, etc. Et après, globalement, on est rentré dans les problématiques IDEX, NCU, et j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, comme d'habitude, tout un tas de choses, tout un tas de choses qui reviennent, voilà, par-dessus, on va dire. Et puis, le bilan, il est difficile. Après, ce que je me rends compte avec le recul maintenant, c'est qu'en théorie, on a déjà des outils qui nous permettraient de faire ça. C'est-à-dire si on arrivait à, à faire finalement les projets annuels de performance, rapports annuels de performance qui soient en lien avec le projet stratégique, ça serait l'idéal. Bon, c'est pas toujours le cas, notamment parce que voilà, il y a des choses qui prennent le dessus. À Grenoble, on a été en plan de retour à l'équilibre et on a été dans des grosses discussions autour des moyens et c'est un peu ça qui a pris le pas finalement, même au conseil d'administration et dans les conseils des directeurs de composantes et dans les laboratoires. Donc voilà, c'est un peu difficile parce que des fois, il peut y avoir des sujets qui poussent l'établissement à mettre un peu la dynamique de côté. Voilà. Après, la boucle, elle reste à mettre en œuvre, quoi. Ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à ces rituels de gestion ou d'analyse, il faut arriver à les rentrer dans des cases où ça peut difficilement en sortir. Ça, c'est, voilà, il faut arriver à penser dans votre établissement quel est le moyen finalement pour que ce rituel il disparaisse pas. Alors ça, c'est à chaque établissement de le penser, je serais tenté de dire. Après, maintenant, il y a quand même les dialogues de gestion avec le rectorat, la CRS fait des revues intermédiaires. Je crois que c'est Strasbourg a été un des premiers établissements de mémoire à subir ça, il me semble. Vous nous direz peut-être un Rennes mot 2 l'a là-dessus. fait aussi, oui. Ouais, voilà, bon, presque On a fait partie de cette vague-là pour le cette faire. vague-là aussi, ouais. Ouais, Bon, c'est vrai que voilà, ça a fait du bien. ça a tendance aussi à faire en sorte qu'il y a une contrainte externe qui fait qu'on est obligé de s'en occuper un minimum, quoi. Bon. Mmh. Après, ce qui est toujours embêtant, c'est que voilà, quand c'est sous contrainte externe, ça veut dire que l'établissement ne se l'est pas complètement approprié non plus. Donc, Donc pour pas Elisa, nous, alors c'est amusant parce qu'en fait votre présentation, je me disais: «Oh là là, je vois tout ce qui manque chez nous», effectivement associer le terrain, faire redescendre la stratégie du contrat, au plus proche du terrain pour que chaque acteur puisse se sentir, concerné et cetera et ça effectivement, je trouve que c'est ce qui nous manque. Par contre, comme vous le disiez, nous, le projet annuel de performance, sa structure est vraiment, assise sur les indicateurs du CQD. Donc là, nous, notre contrat, a été finalisé cet été et je suis en train de faire le tour de toutes les directions avec les binômes directeurs et vice-présidents ou chargés de mission pour reprendre les axes stratégiques, les indicateurs et identifier les indicateurs stratégiques qui seront justement dans le projet annuel de performance. Et je présente justement le projet annuel de performance comme étant un bilan annuel intermédiaire du mmh, CQD. Et ça me permet au cours de ces réunions aussi de distinguer des indicateurs plus opérationnels dont les directions ont besoin. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas, pour la DRI, il va y avoir les 3, 4, 5 gros indicateurs stratégiques. Mais d'un autre côté, ils ont également besoin d'avoir des indicateurs métiers. Donc, ça permet de lancer des processus de production qui peuvent être transversaux avec plusieurs autres directions, etc. Et de leur faire comprendre qu'il y a deux éléments de restitution, un tableau de bord qui va être plus stratégique et donc plus limité en termes d'indicateurs, et ce qui pourrait être aussi un bilan d'activité annuel produit par la direction. Et effectivement,
dans la démarche, toutes les directions n'ont pas la même maturité, mais ils voient l'intérêt, en fait, hein, effectivement, de construire en amont toute la production de chiffres plutôt que de le faire en catastrophe à la fin quand il faut produire un bilan et qu'on se rend compte que finalement, tout le processus de production de la donnée n'existe pas. Et finalement, on donne des chiffres parce qu'il faut les donner, mais que finalement, ces chiffres s'appuient sur pas grand-chose. C'est ça. Après, il ne faut pas tomber dans l'autre piège, c'est-à-dire que, voilà, on dit souvent mesurer, ça ne fait pas grandir. Donc, ça veut dire qu'il faut être aussi capable d'avoir la boucle qui fait que les chiffres, s'ils existent, on est capable aussi de les utiliser pour en définir, pour en faire quelque chose. Nous, à l'USMB, on avait beaucoup d'indicateurs qui avaient été définis au départ du projet d'établissement. Et du coup, c'était trop difficile à suivre. Donc, il y a eu une première étape où on s'est recentré sur certains indicateurs. Et c'est un peu comme dans l'université qui vient d'être dite. J'ai pas retenu le nom de l'université. Comment ? Avignon. La Réunion, d'accord. Et non, en fait, on avait des indicateurs communs et les indicateurs spécifiques. Voilà. Et par contre, il y en avait beaucoup plus d'autres qu'on suit en plus. Donc, on a eu un premier recentrage et puis aujourd'hui, on en avait une soixantaine d'indicateurs qu'on suivait au total et qui nous a permis de faire un rapport d'activité. Alors, effectivement, c'est un rapport d'activité, mais qui ne reflète pas l'ensemble de ce qui se fait à l'USMB, puisque ce n'est pas envisageable directement comme ça, mais qui traduit un peu plus finement les axes stratégiques. Donc, on réussit à mesurer, oui, plus finement la stratégie qui est déployée. Puis là, on est sur la fin, on a fini le contrat, on en lance un nouveau en 2021. Donc là, on est dans la phase de discussion du nouveau projet stratégique arrive maintenant. Oui, c'est en plein dedans. Voilà, ok, merci. Je m'intéressais à cette réunion aujourd'hui. Ok. Bon, on voit bien sur juste pour vous remontrer là, les besoins pour le pilotage. Hein. Après, ce qui est difficile, c'est de monter et d'avoir à la fois les indicateurs de gestion qui permettent de piloter les activités et puis des choses qui sont plus stratégiques. Et ces choses plus stratégiques, globalement, on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer tous les ans non plus, de toute façon, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, la variation de la réussite ou de l'insertion. Le nombre de doctorants par thématique ou que sais-je, voilà, on est quand même sur des rythmes qui ne sont pas un rythme annuel. Alors autant sur la donnée de gestion, on peut faire des taux d'exécution budgétaire ou que sais-je, ou des consommations de plafond d'emploi ou tout ce qu'on veut, mais ça de manière annuelle, budgétaire, on est capable de faire des choses, de voir des choses et d'avoir des mesures correctives. Par contre, voilà, sur les missions, on voit bien qu'on est sur des schémas où c'est un petit peu plus long de dégager des trajectoires. Voilà. Donc globalement, ce qu'on va trouver dans les plans stratégiques, c'est plutôt des trajectoires qui sont sur même 5 ans, c'est court, hein, pour dire dans 5 ans, on va avoir augmenté le volume de production de recherche dans telle discipline ou le nombre de doctorants. Voilà. Donc ça c'est plus difficile à mesurer. Donc ce qu'il faut pouvoir mesurer, c'est ce que disait un peu Claire, c'est-à-dire que le recentrage des indicateurs qui permettent de définir un peu plus la stratégie de manière opérationnelle, c'est quels sont les leviers finalement de la trajectoire qu'on vise. Donc, je disais tout à l'heure, plus de production recherche dans un domaine scientifique, ça veut peut-être dire avoir plus de doctorants. Donc, on pourrait mesurer le nombre de slots de doctorants qu'on a chaque année dans cette discipline, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à identifier finalement pour la mise en œuvre, c'est la question des leviers qu'il y a derrière cette trajectoire pour certaines données, d'accord ? Parce qu'il y a des choses qui sont sur plus long terme. Donc, si vous ne faites que le mesurer tous les ans, les variations peuvent être tellement infimes que finalement, on n'en fait pas grand-chose et finalement, on se désespère de regarder ce chiffre tout seul parce que, voilà, on a mesuré, mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de décliner les leviers qu'il y a derrière qui permettent d'influer cette trajectoire, ou d'influencer, pardon, cette trajectoire.
Alors moi, je vais vous présenter, enfin vous faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé à Cergy, puisqu'en fait, ce qui a été structurant pour l'université de Cergy, ça a été le fait que l'on ait décroché un ISIT. Donc juste peut-être pour vous faire une petite remise en contexte. Donc CY Cergy Paris Université, c'est donc un établissement expérimental qui a été créé au 1er janvier 2020 et qui est issu de la fusion de l'université de Cergy-Pontoise, de la commu. Et au sein de notre commu, il y avait l'université de Cergy-Pontoise, donc il y avait une université et des écoles du territoire élargi. Donc, nous avons fusion de l'université de Cergy-Pontoise, de la commu et d'une école d'ingénieurs qui est spécialisée sur les sciences du traitement de l'information. Alors, l'université, peut-être juste pour vous expliquer le contexte et ce qui explique aussi nos éléments de stratégie. L'université de Cergy-Pontoise, c'est une université nouvelle. C'est une université qui a été créée dans les années 90, qui a été mise en place pour essayer d'absorber l'afflux de nouveaux bacheliers qui arrivaient en région parisienne. Donc à la base, c'est une université qui tenait sa force de ce point de vue-là pour accueillir un peu les nouveaux bacheliers. Et c'est quand même c'est une dimension très très prenante et très prégnante dans la stratégie de l'établissement. Donc petit à petit, en fait, cette université s'est construite et a augmenté aussi ses capacités de recherche parce qu'il y avait des besoins du territoire et il y avait aussi il y a un besoin notamment de liens très forts et une attente aussi bien d'un point de vue des collectivités territoriales que d'un point de vue des entreprises du territoire. Donc en fait, le pôle de recherche et de valorisation de la recherche s'est développé en lien très fort avec son territoire. C'est pour cela qu'on se retrouve avec un projet d'université qui est très ancré à la fois sur son territoire via la construction d'un campus et en même temps vis-à-vis de la politique de site. Donc, en fait, les grands objectifs de l'université, et les PIA ont été un vrai levier pour ça, les grands objectifs de cette université, ça a été vraiment à la fois de renforcer son ancrage territorial tout en s'ouvrant à l'international, puisqu'on est aussi sur des dimensions d'université et de pôles d'enseignement, de communautés d'enseignement qui sont très compétitives. Donc, l'idée, c'était toujours d'avoir ce bon équilibre en restant en lien très fort avec le territoire, via des développements, via des relations très, très fortes et des partenariats très forts avec les partenaires du territoire. C'est ce qui nous a donné une dimension campus qui est portée, je pense que ça, c'est assez original pour une université, puisque la dimension campus avec les collectivités territoriales est très portée par notre université. Donc, on a développé un campus, la politique de site. Et dans le même temps, on a aussi, grâce à la fusion avec la commu, développé une politique internationale qui s'appuie sur un certain nombre de partenariats stratégiques. Alors pour nous, c'est surtout Europe, Afrique, Asie, mais aussi sur une alliance, l'alliance Eutopia, avec plusieurs universités européennes qui sont à peu près de même taille que l'université de Cergy. Donc d'un côté, ancrage territorial, politique de site, et de l'autre, un équilibre avec l'ouverture internationale, parce que c'est quand même les deux missions essentielles de l'université, favoriser l'accueil de tous les publics et en même temps essayer de développer l'excellence de la recherche. Ce qui fait la particularité de Cergy aussi, c'est qu'on est vraiment très axé sur tout ce qui est transfert de connaissances et de savoir vers la société. Donc ça, c'est une dimension très, très forte du projet. Et on a pu aussi développer cette dimension-là. Elle va se retrouver renforcée avec la fusion que l'on a sur notre pôle d'ingénierie. Donc l'ambition de l'université, c'est de devenir un peu une université-école, c'est-à-dire sans oublier les missions classiques d'une université, tout en développant de l'excellence qui est notamment axée sur tout ce qui est ingénierie. Et bien sûr, on a un axe stratégique qui est assez dominant, qui est sur la transition sociétale. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de former des étudiants qui ont une tête bien faite et qui sont fortement ancrés dans le monde qui est le leur. Donc c'est pour ça qu'on a aussi développé un certain nombre de formations qui sont en lien avec tout ce qui est design, innovation. Donc l'ensemble des petites bulles que vous voyez autour de l'établissement
caractérise un petit peu cette stratégie. Donc nous, on est une université moyenne, il y a à peu près 25 000 étudiants, mais c'est une université qui a énormément grossi et je crois que c'est parmi les universités qui ont grossi très rapidement eu égard à leur taille, parce qu'il me semble qu'on a pris à peu près 30%, on a une augmentation de 30% de nos effectifs en un peu moins de 10 ans, et donc du coup ça s'est renforcé aussi avec la fusion, et on a une université qui est aussi éclatée sur 12 sites, et on a des sites jusque dans le sud de la France, à Pau, où on a une partie de notre école d'ingénieurs qui est dans cette région. La force aussi de ce projet, et c'est important parce que ça va, quand je vais le décliner, je pense que c'est bien que vous puissiez aussi avoir le contexte. Notre initiative d'excellence, elle est construite avec un partenaire stratégique qui est l'ESSEC. Donc on a vraiment construit l'ensemble de ce projet pour pouvoir vraiment avoir une dimension publique-privée à notre projet, et qui soit voilà, très en lien avec l'ESSEC. Donc, comment ça s'est passé au moment de la construction du projet d'établissement? Donc, moi, pour ma part, je suis arrivée au moment où ce projet se concrétisait. Donc, j'ai pris mes fonctions en tant que DG à pilotage il y a maintenant 5 ans. Et donc, c'était le moment où l'université réorientait, approfondissait, on va dire, son projet d'établissement dans le cadre de la candidature à une initiative d'excellence. Au préalable, je pense que c'est utile de vous préciser que sur mon périmètre de direction générale adjointe, c'est un petit peu particulier puisque moi, j'ai un pôle qui est effectivement dédié à la mission de pilotage que peuvent avoir de manière classique les universités, mais il y a aussi chez moi un pôle qui est orienté aide à la stratégie et qui est axé sur la dimension juridique. Donc mon implication au soutien du projet d'établissement et l'implication de mes équipes a été sur ces deux effets-là. Donc, on a à la fois accompagné la structuration de l'établissement d'un point de vue statutaire et en même temps d'un point de vue pilotage, SI décisionnel, gouvernance des données, etc. Donc, c'était vraiment sur ces deux axes-là. Donc le projet d'établissement, il a été, on va dire, favorisé, consolidé grâce au PIA. Donc on a commencé par candidater à un ISIT, et l'ISIT, peut-être ça peut être le contraire, au contraire de certaines autres universités, cet ISIT a vraiment été structurant pour notre projet d'établissement. Et il se fait en décalé par rapport à on était déjà engagé dans notre contrat de site, sauf que du coup, ça s'est fait un petit peu en décalé. Donc, l'initiative d'excellence nous a permis, si vous voulez, d'avoir aussi cette réflexion à la fois sur le projet stratégique, mais dans une perspective aussi, dans une perspective de prospective. Donc, l'objectif, ça a été de pouvoir répondre aux appels à projets qui permettaient à l'établissement de pouvoir réaliser son projet. On n'a pas répondu à des appels à projets de manière un petit peu, voilà, parce qu'il fallait répondre aux appels à projets. C'est vraiment parce que ça répondait à des dimensions stratégiques de l'établissement et surtout parce que ça nous permettait d'avoir d'autres leviers financiers pour pouvoir mettre en œuvre nos actions. Donc, les leviers ont été ceux-là. Donc, d'abord, le succès des réponses aux appels à projets. En même temps, comme je l'indiquais, tout ce qui était ancrage territorial, vraiment l'ambition partagée avec les partenaires du territoire et la montée en puissance d'un campus. Donc, c'était une dimension très, très structurante. Et sur la partie politique de site, ou avec les écoles qui constituent la politique de site, que l'université de Cergy pilote maintenant. Il y a beaucoup de travail de co-construction, de formation, de dimension de recherche. Donc, cette dynamique est vraiment montée en puissance en quelques années. Les effets que la mise en place de ce projet d'établissement ont eu, c'est d'abord, la première chose, une transformation institutionnelle, donc qui a été vraiment et qui est toujours très importante parce qu'on s'est lancé dans une fusion avec une école privée. Donc ça a été, voilà, il a fallu accompagner ce projet et on est toujours en train de le mettre en œuvre au bout d'un an. Donc ce sont des effets qui se gèrent aussi à long terme.
Donc, on a eu à la fois une transformation institutionnelle avec des fusions, des associations, des regroupements, on a intégré des établissements composantes, et en même temps, une transformation académique. C'est-à-dire que ça a à la fois bouleversé notre paysage un petit peu extérieur, mais en même temps, au sein de l'université, où en fait, on a mis en place une structuration académique qui nous permet d'avoir une vision transversale sur nos projets et sur nos thématiques de force. Donc, nous avons gardé les composantes, mais nous avons rajouté ce que l'on appelle des graduate schools qui nous permettent d'avoir une vision transversale et par projet et par axe structurant de l'établissement. Donc voilà, c'est pas simple à gérer à la fois d'un point de vue institutionnel, mais aussi en même temps d'un point de vue de restitution de l'information et de pilotage. Comme je l'indiquais, ça nous a permis aussi de consolider la stratégie de l'établissement et vraiment voilà, de fixer, d'écrire notre projet stratégique, d'en décliner tous les axes et de les communiquer à la communauté. Donc ça, voilà. Et puis bien sûr, ça a aussi impliqué une importante refonte de l'organisation parce qu'il a fallu transformer cette organisation pour pouvoir la mettre au soutien du projet. Donc en clair, passer un petit peu d'une culture où on avait une organisation plutôt dans de la gestion à une culture plutôt d'organisation par projet. Et voilà, il a fallu le temps aussi de la maturité de cela pour Acergy. En termes de préparation du projet d'établissement, ça a pris 2 ans. Donc aussi bien à partir du moment où on a candidaté à l'ISIT jusqu'au moment où nous avons eu l'ISIT et nous avons fusionné. Donc, il y a eu 2 ans de préparation et de construction de ce projet. Il y a eu énormément de réunions qui ont été organisées et ces réunions étaient très ouvertes. Alors, ça a commencé par des groupes de travail thématiques, puisqu'il fallait, avec l'accompagnement d'un prestataire extérieur pour aider à cibler les axes du projet. Et une fois que ces axes ont été réfléchis avec la communauté, assez large, à la fois politique, mais aussi de l'administration, des enseignants-chercheurs, les composantes, les laboratoires, il y a quand même eu une association assez forte, une implication de la communauté dans la rédaction de ce projet. Et une fois que ce projet a été un petit peu plus abouti, il a été régulièrement discuté à toutes les étapes avec l'ensemble du personnel. Donc, il y a eu beaucoup de réunions ouvertes et de discussions sur le projet d'élaboration des statuts. Ça a été énormément discuté aussi dans nos instances délibératives, ce qui peut aussi être sujet parfois à un peu de difficulté parce que le fait de communiquer sans arrêt sur un projet et sur ces différentes étapes, on a parfois l'impression que voilà, soit ça n'avance pas, soit que l'on a des retours arrière, mais en tout cas, le choix qui a été fait, ça a été d'être assez transparent sur la construction de cette stratégie. Tu peux changer, Arnaud, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, d'un point de vue une fois qu'on a expliqué et mis en contexte la manière dont cette stratégie s'est développée, et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que de ce point de vue-là, il y avait vraiment, dans la construction de la stratégie, il y a eu une vraie articulation entre le politique et l'organisation. D'un point de vue politique, ce projet a été mis en œuvre, il a été décliné dans nos contrats d'objectifs et de moyens, qui sont discutés chaque année, comme dans la plupart des établissements, à l'occasion du dialogue de gestion. Donc, ça fait chaque année l'objet d'un COM annuel, mais en même temps qui fixe aussi des objectifs pluriannuels. L'effet aussi, c'est qu'on a renforcé, on s'est vraiment mis dans une dynamique de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on a redonné aux composantes leur rôle en pilotage de l'offre de formation, aussi en pilotage de la recherche, ce qui était un petit peu moins le cas. Donc, on a vraiment redescendu au niveau des composantes une partie de l'autonomie et de la responsabilité. Donc ça, c'était aussi dans le dialogue et la mise en œuvre avec les composantes, le renforcement de cette relation, ça a été quand même quelque chose d'important. Et en même temps, la stratégie, comme je l'indiquais, elle a été vraiment déclinée
à tout point de sa mise en œuvre, dans toutes les instances de discussion et de décision de l'établissement. C'est-à-dire que le choix de l'établissement n'a pas été de créer des structures à part, ça a été vraiment d'intégrer l'ensemble de cette réflexion dans les instances et les instances qui étaient déjà en place. Donc, à chaque fois que l'on a des CODIR, à chaque fois que l'on a des conseils centraux, le point et l'animation autour de la stratégie et de la mise en œuvre est toujours très présent. Donc, on fait ça sur la dimension de l'établissement, mais on le fait aussi sur une dimension avec notre partenaire stratégique qui est l'ESSEC. D'un point de vue, à mon niveau, d'un point de vue de DGA, ce qui est important, c'est que cette déclinaison stratégique, elle se fait en lien avec un binôme de VP. Donc, chacune des DGA, l'organisation est pensée de telle manière que chacune des DGA, il y a beaucoup de DGA à l'Université de Cergy, je pense qu'on doit être 6, donc pour chacune des activités de l'établissement et pour les fonctions support, le fonctionnement et la stratégie se déclinent vraiment dans un binôme VP-DGA. Donc, ça se fait dans le cadre de ce que l'on appelle des directoires. L'avancée aussi, et ce qui est important, je pense, d'un point de vue de l'organisation, c'est qu'il y a vraiment eu un recentrage en fait du politique sur la construction du projet et sur l'animation. C'est-à-dire qu'on a remis les fonctions, il y a eu une modification, un renforcement un petit peu du pilotage stratégique au sein de l'organisation administrative et on a recentré le politique sur les missions de construction du projet, évidemment vérifier la conformité à la mise en œuvre et puis vraiment sur cette animation de réseaux nationaux et internationaux. Et d'un point de vue de la direction générale, ça a donné lieu à vraiment une refonte de l'organisation. Donc, pour pouvoir redonner à un niveau DGS et DGA un positionnement un petit peu stratégique en vraie articulation avec la politique et l'administratif. Donc, ce qui fait que chez nous, en fait, le pilotage se fait vraiment de manière étroite, président, vice-président, DGS et DGA. Donc, ça a été aussi ça a été aussi assez impactant pour l'organisation parce qu'il a fallu que les DGA qui étaient créés montent en puissance sur cette dimension d'appui à la stratégie. Donc, ça a nécessité quand même un accompagnement au changement. Donc, dimension pilotage dans chacun des domaines d'activité. Et bien sûr, nous, on avait une faiblesse de ce point de vue-là. Ça a nécessité, on a restructuré aussi une grande partie de notre direction formation pour pouvoir apporter un vrai soutien fort à tout ce qui est ingénierie pédagogique et scientifique pour la partie recherche. Pour ma part, l'accompagnement, mon rôle dans l'accompagnement et la mise en œuvre du projet. Donc déjà, la première chose pour moi, ça a été dans un premier temps de structurer la fonction de direction du pilotage, parce que quand je suis arrivée, en fait, il n'y avait pas de direction du pilotage et puis voilà, j'avais un petit peu parfois dans le meilleur des cas, des petits services, dans des moindres cas, des personnes un petit peu essaimées au sein de l'établissement et il a fallu rassembler tout ça, fédérer les équipes, essayer d'identifier les bonnes compétences, fédérer les équipes autour du projet et expliquer le projet et en même temps assurer la montée en charge de la direction puisque les attentes étaient très fortes et en même temps le temps très très contraint. Donc, pour ma part, il y a eu beaucoup d'animations autour de la réflexion sur les statuts, donc d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue institutionnel, de réflexion sur le modèle de gouvernance, parce que voilà, on aimerait mettre en place une université avec un modèle public-privé. Donc, on réfléchit à la manière de structurer nos partenariats, nos associations, d'organiser nos missions, soit dans un modèle public, soit dans un modèle privé. Donc, il y a une réflexion de ce point de vue-là. Et en même temps, il fallait structurer un SI décisionnel pour des besoins de reporting sur toutes les dimensions d'initiative d'excellence et sur l'ensemble de nos projets. Donc, ce qui a été bien, c'est qu'on avait déjà plutôt bien avancé sur la partie SI, donc ça nous a plutôt permis de capitaliser ce que l'on avait fait et on a pu assez rapidement reporter sur les dimensions nécessaires au PIA. Une des difficultés que j'ai vues, c'est qu'on a été très, très, très pris par cette dimension de pilotage par la donnée, de besoin de structuration des indicateurs sur des projets, sur des gros projets, et un petit peu au détriment de la montée en puissance sur du reporting un peu plus stratégique. Donc ça c'est ce que
voilà ce qu'il faut qu'on améliore, nous, cette année, et ce sur quoi on sera aussi attendu, puisque là, on est en phase d'évaluation de notre projet d'établissement. On a eu aussi voilà, un gros sujet et un gros chantier sur la montée en puissance sur les classements internationaux, parce que ça fait aussi, voilà, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles les universités doivent se positionner. Et à Cergy, voilà, on est très, très attentif, et une partie de la stratégie est quand même dédiée au renseignement des classements et à la manière d'améliorer notre positionnement dans les classements. Voilà. Donc, on a eu aussi, pour ma part, la direction a été sollicitée pour produire tout un tas d'outils de reporting. Donc, on a réussi à mettre en place une plateforme décisionnelle qui produit à la fois du reporting métier et en même temps du reporting sur les projets stratégiques, donc les ISIT, les NCU, les EUR, parce que ça, c'est nos gros projets structurants. Et donc, on va essayer de monter sur toutes les dimensions de l'activité de l'établissement. Il faut qu'on monte en puissance sur la partie reporting un peu plus stratégique. Donc, évidemment, ça s'est aussi allé avec une grosse part de conduite du changement et notamment d'accompagnement des composantes aussi dans ce changement de culture, puisque on passe aussi, voilà, c'est pour les composantes, c'est aussi se représenter un petit peu différemment et travailler ensemble entre elles sur des thématiques de force. Donc, il a fallu aussi qu'on arrive à restituer de l'information sur le niveau un peu plus transversal dont je vous parlais au préalable dans mon intervention. Alors, j'ai essayé je pense qu'il est pas encore complet, mais j'ai essayé de faire un petit SWOT des enseignements que je peux tirer de la mise en œuvre de ce projet d'établissement. Pour moi, une des réussites de la mise en œuvre du projet, c'est la première des choses, et je pense la plus importante, c'est qu'il y a eu un portage politique très fort. Donc, surtout porté par notre président qui a un vrai leadership au sein de l'établissement, non seulement, mais aussi au sein du territoire, puisque l'université porte la dimension territoriale avec les collectivités, et c'est vraiment porté aussi par la personne du président. Il était aussi président de notre commune. Donc, c'est vraiment, voilà, le portage politique était important à mon sens, déjà sur la construction du projet, mais aussi sur la mise en œuvre. Donc, on a un vrai aussi leadership entre le président et la DGS, ce qui fait que ça facilite aussi la mise en place et ça facilite aussi la déclinaison opérationnelle et avec les équipes et dans l'ensemble de l'établissement. Donc, ça, c'est plutôt facilitant dans la mise en œuvre. Il y a eu une vraie adhésion aussi au projet stratégique. Je pense que voilà, le temps passé d'explication du projet à tous les niveaux, bon, évidemment, il y a une adhésion, ça ne veut pas forcément toujours dire qu'on a un même niveau d'appropriation, mais en tout cas, il y a une adhésion au projet stratégique. Et puis, il y a, voilà, surtout, je pense que jusqu'à présent, depuis qu'on a commencé à mettre en œuvre ce projet, jusqu'à présent, on a fait on a réussi à faire ce sur quoi on s'était engagé. Donc, quelque part, il y a aussi des preuves qui sont mises en place. Comme je l'indiquais, renforcement de la dimension de pilotage dans les DGA. Je pense que ça, c'est important aussi parce que ça permet aussi au niveau DGA d'avoir aussi une autonomie dans la manière de fonctionner aussi, et puis une responsabilisation sur la mise en œuvre de la dimension projet. Donc, à Cergy, vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément la DGA pilotage qui porte, qui coordonne l'accompagnement à la mise en œuvre du projet, mais c'est vraiment une animation du collectif. Donc moi, j'anime le collectif avec mes collègues, mais qui sont aussi extrêmement impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Je pense aussi qu'une des forces a été effectivement la communication à chaque étape de la construction du projet. Ça a permis une vraie adhésion de la communauté. Ça n'a pas été toujours facile parce que voilà, parfois c'était un petit peu informel et puis bon, parfois il y avait des pas en arrière et ça peut apparaître pas rassurant, mais in fine, on y arrive et on arrive à embarquer la communauté.
Au niveau des faiblesses, parce qu'il faut quand même, enfin voilà, il y a des points sur lesquels on a besoin de s'améliorer, c'est qu'il y a toujours un niveau d'appropriation inégal du projet et ça se voit à travers voilà, l'appropriation par les enseignants-chercheurs, parfois au sein des composantes, on voit qu'il y a parfois un décalage entre ce qui est attendu et la trajectoire que l'on se donne et la manière dont c'est réalisé. Pour moi, il y a aussi, je pense que là où on a besoin de s'améliorer, c'est au contraire de ce qui a été fait à UGA et à chaque fois que je regarde ça ou ce qui se passe à l'Université de Lorraine, c'est qu'il y a beaucoup de cadrage méthodologique. Chez nous, je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Voilà, on est très investi dans un fonctionnement par projet. Il y a une culture transversale, mais elle a besoin d'être améliorée. Et surtout, je pense que voilà, on a besoin parfois de redonner de la visibilité à de la méthode, à de la méthodologie et qu'on puisse prendre le temps de se poser, de réfléchir et de regarder ce qu'on a fait. Donc voilà, pour moi, c'est aussi, je pense, une culture de l'évaluation améliorée, parce que c'est vrai on développe beaucoup de projets, c'est une université qui foisonne d'initiatives et qui déploie beaucoup de choses. Et à un moment donné, donc l'auto-évaluation nous a permis. L'auto-évaluation, en fait, est arrivée pour nous au moment où on construisait l'établissement. Donc, on a été auto-évalué au moment où on allait développer un projet. Donc, c'est vrai que ça nous a permis quelque part de bien fixer le projet à venir. Mais c'est vrai que je pense que on aurait pu se poser un petit peu plus et se mettre dans voilà, se donner le temps un petit peu du regard sur ce qui s'est passé, ce qu'on a moins pris le temps de faire. Donc voilà, au niveau des menaces, je pense que c'est à peu près toutes les mêmes. On est toujours voilà, sur un calendrier très très contraint, toujours de l'urgence. Et le risque qui peut apparaître, c'est qu'on a beaucoup de projets extrêmement structurants. Je vous en ai listé quelques-uns, mais on a beaucoup de projets extrêmement structurants à développer. Et le risque, c'est qu'on n'arrive pas à avoir l'organisation qui suive. Donc on a les moyens qui nous permettent de recruter, mais on n'arrive pas toujours à recruter on n'arrive pas toujours à recruter sur un temps qui nous permet d'avoir un soutien optimal pour le projet. Et sur les opportunités, voilà, je pense que c'est quand même toujours une stratégie qui reste assez audacieuse sur un certain nombre de dimensions. Donc elle bouge beaucoup, elle est porteuse à la fois d'un point de vue territorial, à la fois d'un point de vue international. Donc elle se construit assez vite et puis il se déploie beaucoup de projets assez audacieux. Sur la question de l'organisation, il y a toujours cette organisation-là. Donc il y a eu un gros Big Bang au moment où on a mis en place le projet et où on a recréé ces nouvelles DGA vraiment en articulation politico-administrative. Mais cette organisation, elle est sans arrêt en mouvement. Donc je crois que depuis que je suis arrivée, j'ai dû connaître au moins 3 grosses réorganisations dans un sens d'administration de projet. Voilà. Et après, sur les opportunités que je vois venir, c'est qu'on a un axe très important qui est développé sur la transition. Et cet axe-là est vraiment assez fédérateur au sein de l'organisation. Et je pense que ce sera aussi un moment, puisque là, on va déployer un certain nombre, on va essayer de déployer un méta-référentiel sur notre dimension de transition. Donc, je pense que ça nous permettra aussi de prendre le temps, entre guillemets, de réfléchir à nos processus et de prendre ce temps un petit peu d'évaluation qui nous manque parce qu'on est beaucoup dans la course au projet. Merci Hélène. Il y avait une question dans le chat autour de l'outil de reporting. Tout à l'heure, tu évoquais un outil de reporting. Sur le SI décisionnel, on est sur Power BI. Power BI, mais en version payante. Oui. Ouais. Oui, j'en aurais éventuellement une, donc merci pour ce retour d'expérience. J'ai une question plus sur la méthodo. Comment vous avez impliqué justement tous les agents dans la mise en place de ces actions? Est-ce qu'il y a eu des groupes de travail justement pour atteindre les objectifs ou comment ça s'est fait? Ou alors ils se sont emparés directement des sujets?
Il y a eu les deux. C'est-à-dire que quand on a… Là, vous me parlez au moment de la construction de la stratégie ou de la mise en œuvre? Plus de la mise en œuvre. Plus de la mise en œuvre. Alors, au moment, enfin, pour la mise en œuvre, en fait, on est toujours… l'implication des agents, elle se fait à la fois dans le cadre des réunions d'encadrement et à la fois dans le cadre d'AG un petit peu plus large. Donc, on a dans les réunions d'encadrement, on a des points réguliers sur la mise en œuvre de nos axes stratégiques et sur un petit peu les dimensions structurantes. Donc, avec l'ensemble des encadrants, donc aussi bien services centraux que composants, donc dans toutes les dimensions de l'établissement. Et ces réunions, elles sont ouvertes aussi aux établissements composantes et alors, pas aux établissements associés, mais aux établissements composantes. Donc, voilà, ces réunions-là sont plus des réunions de travail sur la mise en œuvre. Et après, on a à chaque fois des réunions d'information, donc pilotées par le président. Donc, les réunions d'encadrement, c'est DGS. DGS avec le VP en charge en fonction de la thématique abordée. Les réunions d'information, elles sont pilotées par le président et c'est de la communication pour la communauté. Donc, c'est des AG qui font le point sur le projet, qui sont… voilà, qui reste, en fait, c'est la stratégie qu'on a adoptée depuis la construction du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Donc, le président, il tient toujours à aller voir sa communauté et à faire des réunions d'information ouvertes aussi bien en interne qu'à nos établissements de site. Et sur la mise en œuvre, sur la partie donc, qui concerne chacune des dimensions du projet, on a chez nous ce qu'on appelle les directoires, qui sont des directoires avec le DGA et le VP, mais avec les équipes impliquées. Et donc, chez moi, mes directoires, comme je suis sur des fonctions qui sont transversales, mes directoires sont ouverts aux collègues, donc recherche, formation, ressources, quand il y a des questions forcément liées aux ressources. Donc, on a des directoires transversaux et les directions, les équipes sont représentées. Et nous avons aussi des réunions avec les responsables de composantes dans lesquelles on essaye d'avoir, voilà, par thématique, des déclinaisons du projet. Mais bon, là, on a un travail à renforcer avec les composantes parce qu'on n'est pas toujours au même… Enfin, ça permet de voir parfois le décalage de compréhension entre les attentes sur les objectifs, entre voilà, le projet stratégique et la manière dont c'est décliné dans les composantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, merci. Oui, donc le suivi se faisait au sein de ces directoires, du coup. Voilà. Le suivi et la mise en place de toutes ces actions, c'était dans ce cadre des Voilà. directoires. D'accord. Et là où ça mériterait d'être renforcé, c'est toujours quand je vois les fiches de Arnaud, là où ça mériterait d'être renforcé, c'est que je pense que nous, il faut qu'on améliore aussi notre capacité à arriver à décliner l'ensemble des choses par action sur des documents de cadrage. Ça, c'est une des… Enfin, voilà, pour aller au bout du process. Ça n'empêche pas d'avancer, mais je pense que c'est bien aussi de se poser, de faire le point et d'avoir ces fiches actions. Ça permet aussi de savoir où on va et ce qu'il faut réajuster. Du coup, Hélène, ça veut dire que bon, forcément, tu as des binômes assez forts, vice-président DGA par grand domaine. Ouais. Et du coup, j'imagine que c'est pas le monde des bisounours non plus, comme partout. Quand c'est la guerre entre deux domaines, il se passe quoi? C'est quoi les zones d'arbitrage? Parce que quand on dit bah ouais, mais moi je veux bien déployer la stratégie, mais j'ai pas assez de moyens, etc. Donc tu as en permanence des arbitrages de ce type-là. Comment ça se régule finalement dans l'organisation, tout ça? En fait, c'est discuté après dans nos réunions avec le président. D'accord. Donc, c'est régulé au niveau du président DGS. Et le binôme est très fort. Donc, c'est vrai que ça facilite, c'est vraiment facilitant dans la mise en œuvre. C'est qu'il y a vraiment, enfin, l'équipe est unique. Et c'est vrai que moi, je venais pas du monde de l'enseignement supérieur avant, et j'avoue que voilà, c'est quelque chose d'appréciable quand on a besoin de décliner une stratégie, déjà d'être impliqué dans la définition de la stratégie et avoir aussi qu'il n'y ait pas de bruit sur la ligne, c'est quand même très important. C'est clair. Et attends, l'autre point, tout à l'heure tu parlais de… Alors attends, j'arrive pas à retrouver, de subsidiarité entre… Alors, je sais que tu évoquais ça, je sais Ouais. plus où. Oui, quand j'ai parlé des composantes.
Ouais. C'est-à-dire que globalement, vous avez des périmètres qui ont changé entre les responsabilités des services centraux et des composantes? Oui, on a Donc ça veut dire vraiment… avec des mobilités de personnes, des gens qui ont été mutés des services centraux vers les composantes, Pas des choses de ce forcément type-là? ça. Oui, ça peut se faire, mais pas forcément comme ça. Quand je dis subsidiarité, je parle plutôt de niveau de décision pertinent. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup tendance à tout remonter, tout passer par la CFVU, tout passer par l'ACR, voilà. Donc Là, les en fait, règlements des études, les créations de DU, des choses comme ça plutôt. voilà. Ça continue de l'être, mais sur d'autres aspects, sur le vote de l'offre de formation, en fait, on a simplifié, on n'a plus de CFVU ni de CR. On a un conseil qui s'occupe de la politique internationale et de la politique de site, politique stratégique, et un conseil qui est vraiment sur la dimension établissement. Donc, en fait, on a un CA CAC et un CA CAC stratégique. En fait, on les a mis de cette manière-là. Ce qui fait qu'on n'a plus le fonctionnement. Tout se passe dans notre conseil d'établissement. Donc, du coup, il a fallu qu'on fasse redescendre un certain nombre de choses au niveau des composantes, et notamment tout ce qui est vote de leur offre de formation, vote des maquettes, tout ça, c'est aux composantes. C'est coordonné dans une instance un peu ad hoc qui fait de la discussion et qui est animée par la direction formation, mais c'est redescendu au niveau des composantes. Et surtout, là, notre gros défi, ça va être de monter cet étage qu'on peut connaître, par exemple, à l'Université de Lorraine avec les regroupements de composantes. Donc, nous, il faut qu'on monte cet étage transversal, parce que, par exemple, notre école d'ingénieurs, c'est un regroupement de composantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre nos pôles transversaux, parce qu'ils sont vraiment, constitués sur les axes forts de l'établissement. Je ne sais pas comment… Enfin, voilà. Et nos pôles sont, si tu veux, on laisse les composantes au niveau opérationnel sur lequel elles sont vraiment capables. C'est elles qui ont la maîtrise des choses, et en particulier sur la formation. Et on remonte dans un regroupement de composantes on a une école universitaire des premiers cycles qui s'occupe vraiment de fédérer, y compris sur la dimension de site, tout ce qui est problématique des premiers sites, réussite, orientation, diversité, etc., accueil des publics. Tout ça, c'est dans un regroupement qui est sur le premier cycle. Et nos graduate schools, elles sont sur les masters et les doctorats, et elles animent la partie recherche. Voilà. Et donc, la difficulté pour moi, au-delà des aspects juridiques que j'accompagne, c'est d'avoir cette visibilité dans le système d'information et ce reporting sur cette dimension transversale. Eh ben, merci Hélène, en tout cas, pour ce retour. Merci à vous tous de votre participation. Bon courage dans vos établissements, dans la période un peu pas facile pour tout le monde. Bonnes vacances à ceux qui vont en prendre un peu. Et puis au plaisir de vous voir de visu bientôt, j'espère, hein, dans des activités reliées à droite à gauche, quoi. Bonne semaine à vous. Bon week-end, pardon, on est déjà à la fin de la semaine. Bon week-end, bonnes vacances, bon courage. Et merci à tous les deux. Merci à vous.